Bonjour les graphes, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, une vidéo consacrée à une question qui revient souvent, qu'on me pose assez souvent. D'ailleurs, je vous encourage, que ce soit dans les commentaires, par email, etc., à me poser vos questions, et quand je vois qu'il y a quelque chose qui revient assez souvent, comme ça me donne une idée d'un article, ou justement de faire une vidéo, quelque chose comme ça, pour essayer d'y répondre le plus exhaustivement possible, et donc de vous aider le plus possible. La question qui revient le plus souvent actuellement, c'est tout simplement, ok, admettons que on est parti pour la crise, c'est peut-être pas ces prochaines semaines, mais ça sera ces prochaines années. Qu'est-ce qu'on fait? Admettons, je suis investisseur de long terme, j'ai pas non plus extrêmement de temps pour faire comme toi, Julien, et pour avoir un portefeuille long terme et un portefeuille court terme où je peux être un petit peu plus spéculatif et faire des allers-retours. Donc je suis essentiellement long terme. Qu'est-ce que je peux faire pour me protéger contre la crise? Ma première réponse va tout simplement c'est de continuer à être exposé sur les marchés. C'est-à-dire que vous allez tout le temps trouver des gens qui justement vont vous dire c'est la crise, donc je retire toutes mes billes. Je sors complètement du marché et en gros j'attends cash. Là, la problématique, c'est une problématique de timing. Parce que si vous n'avez pas le bon timing, des personnes qui ont fait ça et qui se sont dit, là, je sors, j'attends la crise, je rachèterai quand on sera plus bas et quand on aura connu la crise, il y a des personnes qui ont dit ça en 2011, il y a des personnes qui ont dit ça en 2012, il y a des personnes qui ont dit ça en 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et à nouveau en 2019. Donc ce raisonnement-là, malheureusement, le fait de se dire je sors toutes mes billes là parce que je pense en effet qu'on est au plus haut et qu'on va vers une crise et que donc je rachèterai quand on sera au plus bas de la crise, c'est un scénario perdant dans le sens où justement vous avez une forte probabilité de ne pas avoir le timing parfait. Et donc de vous retrouver en dehors de marché quand c'est finalement la meilleure période pour être dedans, et à re-rentrer sur le marché quand finalement c'est pas encore le bon moment d'y re-rentrer. Donc l'idée c'est d'être continuellement exposé sur les marchés. Mais continuellement exposé sur les marchés, ça ne veut pas dire être 100% action. De mon côté, je vous partage mon portefeuille qui est court terme, mais j'ai également un portefeuille long terme. J'ai également plusieurs contrats d'assurance vie que j'utilise essentiellement pour de l'obligataire. Donc, l'idée, c'est toujours la même chose, c'est de diversifier son portefeuille sur toutes les classes d'actifs. Et en fonction des cycles de business et des cycles économiques, on n'est pas là pour jouer aux devinettes, on n'est pas là pour jouer à l'économiste ou à l'analyste. On est là justement pour voir les grandes tendances et pour ajuster son portefeuille en fonction de cela. Et un portefeuille justement et un investisseur qui a su faire ça et qui a su faire sa renommée par rapport à ça, c'est Ray Dalio. Et Ray Dalio donc qui est le fondateur depuis 1975 de Bridgewater. Donc plus de 125 milliards de dollars quand même sous gestion. Donc c'est pas rien. Et il est surtout connu donc pour son all-weather portfolio, qui est, on peut le traduire comme, on va dire, un portefeuille de 4 saisons, un portefeuille de tous les temps. Et le but de ce portefeuille-là, en fait, c'est d'investir sur toutes les classes d'actifs, et donc d'être dans la capacité de pouvoir justement faire face à tous les cycles business. Alors ce qui est très important, avant ce all-weather, donc vous avez des pondérations. Et la majorité des personnes, 90% des personnes, vont répliquer ces pondérations-là et derrière vont plus rien faire. Pour moi, c'est une erreur. C'est-à-dire que le portefeuille all-weather, c'est pas un portefeuille passif. Ça peut l'être. Et la problématique d'être passif, c'est que forcément, vous allez sous-performer le marché. C'est-à-dire que le portefeuille va répondre à la demande qui est de dire ok, il me faut un portefeuille anti-crise. C'est un portefeuille anti-crise, c'est un portefeuille bon père de famille, mais c'est pas un portefeuille qui va vous permettre de maximiser vos gains. C'est un portefeuille qui va pas vous permettre de répliquer la performance du marché. Bien au contraire, en règle générale, il va sous-performer. Et son rôle premier, c'est de protéger le capital. Et j'en reviens donc, il y a eu toujours ces dernières années des critiques quant aux performances de Ray Dalio et comme Warren Buffett, etc. Dès qu'ils gagnent un petit peu moins bien, etc., on leur casse du sucre sur le dos tout de suite en disant ça y est, ils sont finis, ils n'arrivent plus à faire leurs performances et donc c'est que tout simplement ils sont devenus mauvais. Et c'est faux, c'est une mauvaise compréhension de la stratégie de ces investisseurs. Quand vous mettez en place un all-weather portfolio,
votre but, c'est de protéger votre capital avant de penser performance, avant de penser gain. Donc quand Ray Dalio il gagne 1%, 2% en 2016, 2017, et qu'on dit il a fait une très mauvaise performance parce que les marchés actions, eux, ils ont fait plus 10, plus 15, oui, mais c'est refuser de voir l'objectif de son portefeuille, qui est de protéger le capital avant tout. Et donc du coup, en 2018, quand personne ne fait rien et que tout le monde fait des pertes, le portefeuille de Ray Dalio, il rapporte un 12%. Parce que son but, lui, c'est de se protéger contre justement des événements qui ont des probabilités qui n'arrivent pas souvent, mais qui vont avoir une certaine puissance justement et une certaine volatilité, et donc qui vont permettre de protéger le portefeuille. Maintenant, ce qui est très important de comprendre aussi, c'est que du coup, avec un petit peu plus de temps et en sachant un petit peu plus ce que l'on fait, donc en étant un petit peu plus sélectif et en jouant sur les pondérations de ce portefeuille justement anti-crise, on peut aller vers de la surperformance justement. Et ça va demander de comprendre les grands cycles et de savoir quand il faut surpondérer en action, quand il faut surpondérer en obligataire, quand il faut surpondérer en minière, en matière première, en or. Donc c'est ça, le pilier essentiel, c'est pas, je dirais, de répliquer le portefeuille comme ça, bêtement, méchamment, et finalement de laisser faire le marché, parce que ça sera de la contre-performance pendant des années et ça va vous frustrer. Et donc, c'est de rajouter un petit côté actif, justement, à cette gestion de portefeuille, en sachant un petit peu ce que l'on fait et en surpondérant certains actifs par rapport à d'autres selon les cycles. Donc on va justement rentrer un petit peu dans le détail de ce portefeuille. Je pense que c'est ça qui est assez important. C'est le portefeuille anti-crise. Donc l'objectif du portefeuille all-weather anti-crise est d'être sur tous les actifs et ainsi pouvoir résister à tous les cycles, pouvoir profiter et résister à tous les cycles. Je rappelle les 4 grands cycles, c'est croissance forte, inflation forte, croissance forte, inflation faible, c'est dans ça qu'on était ces 2 dernières années, croissance faible, inflation forte, croissance faible, inflation faible. Donc, le but est de rester simple, il s'agit d'un portefeuille de long terme, on investit donc sur les grandes tendances et on ne joue pas aux devinettes. On n'est pas là pour jouer aux devinettes. Le portefeuille anti-crise, en gros, donc c'est 40% d'obligations long terme. Donc vous pouvez répliquer ça avec un tracker qui est le BLV. C'est la plus grosse réplication au niveau des obligations long terme. Vous pouvez répliquer ça, bien entendu, avec votre assurance vie, le fonds euro. C'est ça qui vous permet de répliquer. Par contre, le petit bémol là-dessus, c'est essentiellement des obligations européennes. Donc après, si on est un petit peu plus sélectif, si on sait un petit peu plus, on peut aller chercher d'autres types d'obligations. On peut acheter le tracker BLV également et on peut aller chercher d'autres types de pondérations avec justement des marchés émergents. Mais également, il y a un tracker aujourd'hui, alors ça va certainement se répandre, bien entendu, on est encore au début, mais il y a aujourd'hui essentiellement des trackers obligataires, vous pouvez les acheter que dans votre compte titre. Sur le PEA, à ma connaissance, à aujourd'hui, il n'y a qu'un seul tracker éligible, c'est un Lixor, et il va répliquer des notations AAA, là aussi, essentiellement, qui sont européennes d'ailleurs. Donc, évidemment, il faut faire attention à penser qu'on est diversifié, mais finalement on n'est pas diversifié et on est essentiellement sur un même ensemble de pays qui ont les mêmes caractéristiques et les mêmes problèmes de dette et potentiellement les mêmes problèmes obligataires si jamais les taux longs devaient remonter fortement. Donc ça, c'est pour l'obligataire de long terme. Donc 40%. Derrière, action, 30% de pondération du portefeuille. Alors là, on veut s'exposer au marché mondial. Alors bien évidemment, vous pouvez... 60% du marché mondial, aujourd'hui, ce sont les actions américaines. Donc on a tendance à se dire qu'en gros, si on s'expose sur le marché américain, globalement, on réplique 60% du marché mondial. Donc si vous voulez faire cette réplication-là, il y a un tracker qui est le SPY, ou sinon c'est le tracker 500 de chez Amundi. Mais après, ce qu'on va plutôt rechercher, c'est à répliquer selon le temps de disponibilité, etc. On va répliquer le marché dans son ensemble, c'est-à-dire un tracker monde. Là, il y a Amundi, il y a Lixor, je vous laisse. Ils sont éligibles au PEA également, donc là, on a des réplications qui sont mondiales. Après, si on a un peu plus de temps, si on va être un petit peu plus sélectif, à l'intérieur de ces 30%, on peut jouer. C'est-à-dire que on peut avoir un tracker
Amérique US, un tracker européen, un tracker émergent, marché émergent, AEM par exemple. Et on peut surpondérer l'un et l'autre en fonction du dollar, en fonction de tout un tas d'autres choses. Mais là, voilà, ça demande de savoir un petit peu plus ce dont on parle. Et donc, du coup, là, de rentrer, on va dire, à l'intérieur des cycles. Parce qu'évidemment, vous avez les grandes tendances, les grands cycles, et vous avez à l'intérieur de ces grands cycles des plus petits cycles donc, de business et économique. Donc, ça, c'est toujours, tout est une question de profil, d'horizon de placement, de temps disponible et de connaissances. Moins vous avez de connaissances, moins vous avez de temps, et moins vous devez avoir de produits dans votre portefeuille. Donc, c'est-à-dire, vous répliquez finalement tous les actifs via un seul produit, donc un tracker ou un fonds éventuellement, si vous voulez pas, si vous voulez être encore plus en passif. Après, tout est une question de gestion de frais, bien entendu, et de faire attention que, bien évidemment, à long terme, vous ne vous laissez pas bouffer la performance par les frais. Donc d'où l'idée des trackers. Donc après au niveau européen, j'aime bien le Vanguard, hein, le V Europe et AEM, donc pour les marchés émergents. Si on a moins de temps, c'est ce que je vous dis, hein, un tracker monde, ça suffira amplement. Derrière des obligations moyen terme, donc des obligations moyen terme, on est sur 15% de pondération du portefeuille. Là, évidemment, sur le PEA, on va avoir pas de choix du tout. Sur les assurances vie, un petit peu plus, mais également, si vous avez une assurance vie en fonds euros et pas beaucoup de temps, bon, il ne sert à rien d'aller chercher beaucoup plus loin, si ce n'est que pour essayer, comme je vous l'ai dit, de diversifier et de ne pas avoir que de l'obligataire européen sur le portefeuille. Ce qui va être intéressant là, c'est le tracker le plus généraliste qui existe, c'est le IEF. Là aussi, c'est essentiellement pour un compte titre. Sur certains contrats, éventuellement, vous pouvez le retrouver. Ça m'étonnerait quand même, mais à chercher. Mais bon, vous devez certainement pouvoir trouver l'équivalent. Et après, l'idée, moi, ce que j'aime bien aussi, c'est d'aller chercher des obligations indexées sur l'inflation. Alors actuellement, bien entendu, il n'y a pas d'inflation. Donc il ne sert à rien d'avoir de l'obligataire indexé sur l'inflation actuellement. Mais après, au-delà de cela, alors même si ce sont des actions, moi ce que j'aime bien acheter, ce sont des sociétés immobilières, donc des foncières cotées. Donc que ce soit des SIIC pour les européennes ou que ce soit des rates, donc américaines, puisqu'on chope du dividende et que c'est une forme de couverture également contre l'inflation, puisque même en période d'inflation, donc l'immobilier est une couverture contre cette inflation. Donc en plus d'obligations indexées sur l'inflation, on peut éventuellement aller chercher également des foncières cotées. Bien évidemment, il faut prendre en compte aussi que le marché immobilier est sous-tendu et qu'il peut apporter donc une couverture sur l'inflation. Donc ça, ce sont deux éléments supplémentaires de diversification que l'on peut avoir, et c'est en fonction du temps aussi, bien entendu. Moins on a de temps, moins on diversifie, on va dire, moins on éclate là, et on essaye d'avoir qu'un seul produit. Ensuite, on a l'or. Donc l'or à 7,5%. Et alors, l'or, la réplication vers un tracker, c'est le GLD. Il y a le gold bullion également, mais il est en euros. Donc vous avez toujours cette problématique. Il faut prendre en considération aussi que l'or et les matières premières sont cotées en dollars. Donc quand vous achetez un tracker en dollars, bon, vous avez la parité à l'achat et à la revente. Mais si jamais vous achetez le gold bullion par exemple, qui lui est coté directement en euros, eh ben vous avez cet enjeu de la parité euro-dollar également tout au long de votre investissement. Donc ça, c'est à prendre en compte et c'est à connaître. Donc le GLD. Aussi, ce que j'aime bien, moi, quand on parle d'or, alors on peut pousser sur de l'argent, du cuivre, en gros, on peut pousser avec la ligne d'en dessous sur l'ensemble des matières premières. C'est derrière, j'aime bien m'exposer d'une manière un petit peu plus spéculative sur des minières. Alors quand on a un peu plus de temps, qu'on sait lire quelques bilans, on peut aller chercher à s'exposer sur des minières directement, donc sur des actions minières directement. Certaines d'entre elles vont fournir des dividendes en plus de ça. Ou alors, on peut décider de uniquement avoir une exposition sur le minerai en tant que tel, donc le GLD est un bon exemple. Ou alors directement des trackers qui vont répliquer
des minières, un groupe de minières, et alors là, il y a deux choix pour moi. Ce sont le GDX, et le GDX, lui, va répliquer des minières aurifères, donc, mais qui sont des majors, donc des gros calibres, et le GDX-J, pour lui, c'est les juniors, donc il est un peu plus spéculatif, un peu plus volatile, et là aussi, c'est en fonction de la part de risque que vous voulez prendre, du profil que vous avez, bref, et ça, donc, on peut, à aujourd'hui, dans mon portefeuille global long terme, j'ai du GDX, et derrière j'ai des minières en direct. Donc mon exposition or n'est pas une exposition sur le métal en tant que tel, mais une exposition sur des sociétés qui en dérivent et qui donc évidemment ont besoin d'un cours de l'or en hausse pour pouvoir marger beaucoup plus et démultiplier leurs profits. Donc ça aussi, c'est à prendre en compte. Et donc, le second aspect, c'est donc matière première, 7,5% également. Là, on peut le répliquer via un tracker généraliste qui est le GSG. Il y a des trackers également CRB qui sont des trackers généralistes. Là aussi, il faut faire attention à ces trackers-là aux frais. Il faut faire attention aux rollovers, puisque c'est souvent indexé donc, sur des matières premières qui sont des futurs, et donc vous avez des rollovers tous les mois, et donc ces rollovers à chaque fois vont venir grignoter une petite partie de la performance, comme si c'était des frais supplémentaires. Donc il faut bien lire ce que vous achetez, il faut bien vérifier. La matière première, ensuite, voilà, si vous avez le temps, si vous êtes un petit peu plus sélectif, vous pouvez décider de surpondérer sur de l'énergie, surpondérer sur du sucre, du cacao, des minières cuivre, de l'uranium, du pétrole, bref, enfin, le pétrole c'est énergie, je rassemble. Bref, vous pouvez décider d'être un petit peu plus précis. Mais si jamais vous n'avez pas de temps et moins de connaissances, et ben c'est beaucoup moins risqué justement d'avoir un tracker généraliste. Et en l'occurrence, là aussi, c'est le GSG qui est le plus intéressant. De toute façon, les trackers américains sont clairement les moins chers et sont souvent les plus intéressants, même si la population de trackers français continue de grossir et de grandir, les frais continuent de baisser, ça reste quand même des frais qui sont bas, qui sont élevés par rapport aux concurrents américains, c'est sûr, mais qui restent bas. Et ensuite, vous avez tout un tas de trackers par secteur d'activité également, donc vous pouvez retrouver chez tout un tas d'émetteurs, BNP, Amundi, vous avez Lyxor pour les plus connus. Et derrière, donc, vous pouvez décider de vous surexposer sur des secteurs d'activité précis liés aux différentes matières premières. Mais c'est vrai que les trackers américains sont quand même beaucoup plus simples. Après, ça impose d'avoir un compte titre. Mais après, l'avantage du compte titre, c'est que si vous êtes sur du long terme et que votre but n'est pas d'acheter et de vendre, l'imposition sur le compte titre n'est que lorsque vous faites une cession. Donc si vous êtes sur du long terme, vous ne faites pas énormément de cessions. Et donc du coup, la différence d'avantage entre la flat tax et une taxe sur le PEA à 17% sur le très long terme est mineure. Ce qui fait vraiment la différence entre le PEA et le compte titre, je l'avais déjà expliqué dans une vidéo pour moi, c'est le fait que vous pouvez réinvestir tous vos gains. C'est-à-dire que dans le PEA, vous vendez, vous ne payez pas vos impôts à chaque fin d'année sur les cessions que vous avez faites. Par contre, ce qui est intéressant, ce que vous faites, c'est que vous réinvestissez tous vos gains. Et sur le compte titre, ça peut être la même chose si vous ne vendez pas. Donc si vraiment vous utilisez le compte titre comme du long terme, c'est tout à fait possible d'avoir des trackers américains. Et après, c'est la flat tax au niveau de l'imposition des gains. Donc voilà, pour conclure, en gros, c'est ça, vous avez ici toutes les pondérations donc, de ce all-weather portfolio, donc portefeuille anti-crise. Pour moi, la règle d'or, c'est que tous les mois ou tous les trimestres, ce qui va réellement créer votre richesse, entre guillemets, sans créer votre richesse, c'est-à-dire au fur et à mesure dans le temps, en pondérant sur les intérêts composés, etc., c'est de rajouter tous les mois, tous les trimestres, tous les 6 mois, tous les ans, selon vos possibilités, c'est à définir selon votre profil, votre horizon de placement et vos objectifs. Et c'est ça qui va réellement créer justement la performance. Et ensuite, bien évidemment, quand vous avez des pondérations qui commencent à dériver trop largement de la pondération classique de l'actif en question, il faut faire des réajustements. C'est-à-dire il faut vendre un petit peu pour faire baisser la pondération d'un actif par rapport aux autres, ou alors il faut racheter un petit peu plus de cet actif-là. Donc après, il y a différentes stratégies, bien entendu, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on décide quand ça baisse, est-ce qu'on décide de rajouter au pot, ou est-ce qu'on
va plutôt rajouter et surpondérer ce qui marche le plus. Moi, c'est plutôt ma stratégie. Après, il y a d'autres stratégies qui sont beaucoup plus passives, qui elles vont plutôt, dès qu'un actif baisse plus que les autres, eh ben, on va plutôt rajouter et racheter de cet actif-là pour le surpondérer et le refaire revenir, on va dire, à sa moyenne. À titre personnel, moi j'utilise plutôt une stratégie un peu plus active, c'est-à-dire où je vais essayer de surpondérer ce qui marche. Donc je vais plutôt, donc là ces dernières années par exemple, c'était plutôt une surpondération en action. Et là dernièrement, ce que pour moi une pondération qui serait idéale dans le système dans lequel on est, ça serait de l'obligataire à 40%, des actions à 30% et de l'or matière première, hein, je rassemble les deux, à 30%. Essentiellement, bon moi je vais chercher des minières. Donc, tout cela, c'est question d'ajustement par rapport à votre profil, horizon de placement, objectif, et c'est ce qui va vous permettre de créer votre propre portefeuille anti-crise qui vous permet d'être confortable, de dormir la nuit, et voilà, de maximiser finalement votre possibilité de pouvoir profiter de n'importe quel cycle sans jouer aux devinettes. C'est ça vraiment qui est important. Donc derrière, je vous laisse commenter ça pour apporter également vos connaissances et rendre cette vidéo la plus exhaustive possible. N'hésitez pas à partager pour vous quel est le portefeuille idéal, quel serait pour vous votre portefeuille idéal donc pour les prochaines années. En attendant justement de voir quel cycle éventuellement, dans quel cycle on va rentrer, puisque là clairement je pense qu'on est au milieu du gué, donc à savoir est-ce qu'on reste dans le cycle précédent encore quelques années ou est-ce qu'on change complètement de cycle. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas dans les commentaires du coup à me dire ce que vous en avez pensé et à me dire voilà comment vous appliquerez ça, ce portefeuille anti-crise à votre situation personnelle et du coup quelles seraient pour vous vos pondérations, et les segments et les secteurs à la limite que si vous êtes un peu plus sélectif, un peu plus actif, sur lesquels vous iriez chercher un petit peu justement à surpondérer. Voilà, je vous souhaite une excellente journée les graphes et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!